Bonjour à tous, nous poursuivons notre série Portrait d'Alia avec aujourd'hui Nathan Lévy, bonjour. Bonjour. On est chez vous à Givathaïm, donc près de Tel Aviv. Merci de nous recevoir pour parler de votre histoire d'Alia. On commence un peu comme d'habitude par le commencement, c'est-à-dire votre vie en France, ce que vous y faisiez et ce qui vous a amené en fin de compte à prendre la décision de venir vous installer en Israël. C'était, je crois, maintenant, il y a un peu plus de 10 ans que vous êtes ici, peut-être 12 ans. Comment ça s'est passé? Comment vous viviez en France? Est-ce que vous nous racontez cette période qui a précédé? D'accord. Alors, donc toute ma jeunesse en France, moi je viens d'une famille pas religieuse, on faisait des cérémonies religieuses à certains, par exemple pour le Kiddush, pour le Shabbat, les fêtes évidemment, la synagogue pour les fêtes, mais pas particulièrement religieux. Et j'ai passé la plupart de ma jeunesse dans un mouvement de jeunesse juif, la Shomer HaTzaïr, qui est donc un mouvement de jeunesse non religieux et sioniste. Et donc, pendant tout ce temps, donc depuis l'âge de à peu près, je pense, depuis que j'avais 12 ans, donc j'ai été dans ce mouvement de jeunesse, puis après j'ai été animateur dans ce mouvement de jeunesse. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup parlé d'Israël, on a toujours beaucoup parlé de l'Alia. Et c'était une question naturelle. Tout le monde ne fait pas son Alia, mais c'est une question que tout le monde se pose. Donc après avoir fait mes études, une partie de mes études en France, à un certain moment au milieu de mes études, j'ai eu l'opportunité d'aller en Israël dans le cadre de mes études, en sachant très bien que pour moi c'était une sorte d'essai de voir est-ce que ça me plairait, est-ce que je voudrais rester. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans, pardon, presque 22 ans. Et en fait, en arrivant en Israël, je me suis rendu compte très vite que ça faisait beaucoup de sens pour moi. Je me suis très naturellement senti à la maison. Et par ailleurs, ça résolvait beaucoup de problèmes pour moi, beaucoup de problèmes identitaires. Je me sentais tout d'un coup que toute cette dualité identitaire que j'avais en France, juif, français, français, juif, tout d'un coup les choses rentraient dans l'ordre de façon plus naturelle pour moi. Donc j'ai décidé de rester. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ce sentiment en France, justement, de cette dualité identitaire? Comment on la vit? Comment on la résout? Est-ce que ça pose un problème concret? Pour moi, en tant que juif en France, n'étant pas religieux, pour moi, mon opinion personnelle, c'est que juif, c'est deux choses complètement différentes. Il y a faire partie du peuple juif, donc descendant des Hébreux, et il y a avoir une religion juive, qui peut être comme n'importe quelle autre religion. Et n'étant pas particulièrement religieux, ma définition de juif, c'est appartenir au peuple juif. Mais du coup, quelle est ma définition d'être français? Parce que si je suis français, j'appartiens au peuple français. Surtout qu'en France, si on regarde historiquement en tout cas, la définition d'être français, c'est qu'on appartient au peuple français. Si on veut être de religion israélite, on peut, mais ça vient derrière. Et du coup, à quel peuple j'appartiens? Est-ce que j'appartiens au peuple français? Est-ce que j'appartiens au peuple juif? Et j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise par rapport à cette définition, une sorte de culpabilité de ne pas me sentir complètement appartenir au peuple français et être quand même en France, même si je me sens très français. Mais cette double identité était compliquée pour moi, entre guillemets. Et par ailleurs, du coup, ça m'empêchait de vivre pleinement mon appartenance au peuple juif. Et en arrivant en Israël, je me suis rendu compte que oui, j'appartiens clairement au peuple juif, et je me suis senti à la maison. En France, est-ce que vous aviez l'extérieur, les gens réagissent? Vous deviez faire face, on vous demandait des comptes par rapport à cette dualité dont vous parliez. Est-ce que ça a joué aussi dans votre sentiment de ne pas être complètement à votre place là-bas? Il y avait plusieurs choses qui sont finalement relativement banales, entre guillemets, mais qui faisaient que, oui, par exemple, mon nom c'est Nathan. Donc ça s'écrit N-A-T-H-A-N, et donc évidemment tout le monde a toujours appelé Nathan.
Et toute ma vie, j'ai toujours eu à me battre à chaque 1er septembre, à la rentrée, pour que les profs m'appellent Nathan et pas Nathan. Ça en devenait une blague dans la classe. C'est-à-dire qu'on change de classe, toute la classe me connaissait, les nouveaux profs arrivent, on l'appelle et tout le monde sait que Nathan va faire sa crise et va demander qu'on l'appelle Nathan. Et là, vous disiez ça de manière vigoureuse. Ah, c'était très clair pour moi que mon nom c'était Nathan et pas Nathan. Depuis ça, parce qu'on vous a appelé, vos parents vous appelaient Nathan. Mes parents m'appelaient Nathan. Ouais. Et en arrivant en Israël, oui, tu t'appelles Nathan, normal quoi. Et c'est rien, enfin, bon, c'est un petit détail, hein, mais le fait que tout le monde, par exemple pendant l'intifada, qui était quand moi j'étais au lycée, la deuxième intifada, c'est vrai que me suis beaucoup retrouvé à devoir expliquer, notamment le fait que en France les gens ne comprennent pas cette dualité de peuple et religion, et tout le monde me demandait mais je comprends pas, les chrétiens n'ont pas besoin d'un État, pourquoi est-ce que les juifs ont besoin d'un État? Ça c'est dans le côté soft, jusqu'au côté plus difficile où j'arrive des fois le matin et on me demande mais pourquoi est-ce que vous tuez des enfants tout le temps? Donc il faut expliquer. Ça a été, mais ça a été dur pour vous, ce genre de remarques, par exemple, parce que vous réagissiez... Oui, les gens ont très vite compris qu'il valait mieux pas me parler de ça. Parce que quand quelqu'un disait quelque chose comme ça, il était obligé de subir 2 heures d'explication. Donc... Calmement Non. Donc, au bout de quelques mois, les gens ont compris que... Qu'est-ce que vous leur disiez, par exemple? Bah, j'expliquais du début à la fin parce qu'en vrai, en France, je ne suis pas sûr que les gens sont conscients de la légitimité de la présence du peuple juif en Israël. C'est-à-dire, ils regardent un petit peu ça, en tout cas, enfin, c'est normal, quand on connaît quelque chose, on compare quelque chose à ce qu'on connaît. Donc, quand il y a des Européens qui vont dans le Moyen-Orient, bah, c'est de la colonisation, c'est comme les Français en Algérie, c'est comme... Et c'était très compliqué d'expliquer que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous aviez comme argument? Et est-ce que vous arriviez à vous faire comprendre? Bah, je pense que souvent, ça passait par expliquer qu'il y a quelque chose qui s'appelle le peuple juif. C'est-à-dire, à partir du moment où on parle, c'est très compliqué à comprendre, parce que c'est vrai qu'en France, juif, et ça revient à cette histoire de qu'est-ce qu'un juif. Et du coup, enfin, si t'es français, t'es pas juif, t'es pas un autre peuple. Donc si tu es français et que tu es juif, tu es israélite, selon la définition du consistoire de tu es français de religion autre non chrétienne israélite, mais tu es français. Et donc c'est pour ça que, pour les Français, c'est compliqué de comprendre que les juifs sont d'un autre peuple, parce que s'ils sont un autre peuple, alors de la même façon que les Portugais qui vivent en France, bah, la deuxième génération, ils sont plus portugais, ils sont français. Ils ont des parents portugais, ils parlent peut-être portugais à la maison, mais ils sont français. Et donc c'était la première chose qui était compliquée, c'était de faire comprendre aux gens qu'il y a un peuple juif. Donc à partir du moment où on comprend qu'il y a un peuple juif qui a une légitimité du peuple juif d'être en Israël, et qu'il y a un problème de 2 peuples qui ont la même légitimité sur la même terre, on comprend que c'est un tout petit peu plus compliqué que la colonisation des Français en Algérie. Mais évidemment, ça prend plutôt 2 heures que 5 minutes. Donc pour ne pas subir 2 heures d'explication, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. C'était une façon de les dissuader. Alors, vous arrivez ici, donc après cette année d'essai, comme vous dites, vous êtes revenu en France? Comment ça s'est passé? Non, je suis resté. Vous êtes resté. Ouais. Donc on peut dire que votre alia avait commencé déjà. Ouais. En fait, du jour au lendemain, j'ai décidé de rester. J'ai fait une procédure qui m'a pris une demi-heure et j'avais fait mon alia. À la fin, c'était évident pour vous dès le départ, dans cette année? Comment s'est passée cette année? Bon, la question devait toujours être plus ou moins là, de savoir si vous restez ou pas. Oui, c'était... En fait, avant, j'avais fait la même chose aux États-Unis. J'avais passé 6 mois aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé les États-Unis, mais je me suis rendu compte que c'était pas chez moi. Et donc, en fait, en arrivant en Israël, je me suis tout de suite rendu compte que, contrairement à quand j'avais été aux États-Unis, tout me semblait naturel. Bon, pas tout, hein, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées quand on arrive en Israël. Mais déjà, j'ai de la famille ici. Et tout de suite, les gens m'ont pris comme un membre de leur famille très proche, une famille relativement loin, c'est-à-dire 2e, 3e degré, qui m'ont accepté, qui m'ont fait venir très vite.
Et pas seulement la famille, c'est-à-dire j'ai eu l'impression en arrivant en Israël qu'il y a une réalité en Israël où tout le monde te considère comme de ta famille, même s'ils ne te connaissent pas. Et donc, des fois c'est énervant, parce que du coup, ils se mêlent de notre vie tout le temps, c'est-à-dire tout le temps. Les gens n'ont absolument aucune retenue et viennent se mêler de nos affaires. Il y a une fois, j'étais au supermarché, et donc il y a de la viande à la coupe, du pastrama à la coupe, et moi j'aime bien mon pastrama très fin. Donc j'ai demandé au vendeur dans le supermarché de me faire mon pastrama très très fin. Et il y a quelqu'un à côté de moi qui dit non, on ne lui fait pas trop fin parce que sinon ça va pas être bon. Je dis, c'est mon pastrama. Et au début, c'est vachement dérangeant ce fait que les gens tout le temps viennent s'introduire dans notre vie. Pour votre bien, là, en l'occurrence. Mais c'est ça, le truc, c'est pour notre bien. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que les gens, vraiment, se considèrent comme une seule famille. Et c'est pareil, c'est l'histoire de politesse. Au début, ça me dérangeait beaucoup. C'est vrai que les Israéliens ont absolument... Il y a un problème de politesse. J'imagine que je ne suis pas le premier dans la série à le dire. Le premier français, en tout cas. Oui, voilà. Mais en fait, ça vient du fait qu'il n'y a pas de... Maintenant, quand je reviens en France, j'ai l'impression que cette politesse est un masque. C'est une couche de vernis qu'on met entre les gens et qui empêche la communication directe entre les gens. Et bon, le mauvais côté, c'est que c'est un petit peu brut comme ça. Mais d'un autre côté, les gens communiquent plus directement finalement. Vous parlez d'une grande famille, etc. Ben, j'imagine qu'il y a quand même une vie sociale, il y a quand même une dureté de l'existence. J'imagine qu'au travail, peut-être, les conditions changent un peu. Comment ça s'articule, ces deux notions? Oui, c'est vrai que, par exemple, au travail, il y a une culture, je sens la culture différente. Les gens disent plus ce qu'ils pensent. Mais pas seulement ça, il y a aussi une autre qualité en Israël qui est que pour moi, comme j'ai été complètement formé en France, c'est-à-dire à l'université en France, en prépa, où on apprend des règles. Et les Israéliens ont plus tendance à avancer et à voir après. Les Israéliens aiment beaucoup dire « t'inquiète pas, tout ira bien ». Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est quand même ce qui leur permet d'avoir créé cette Startup Nation dont tout le monde parle. Et d'un côté, je suis conscient du fait que c'est c'est quelque chose de très positif. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'au quotidien, quand on a dit ça va bien se passer et que ça se passe mal, on en subit les conséquences. Et bon, il faut les subir, quoi. Mais d'un autre côté, je pense que j'arrive en tant que Français à leur apporter des choses, c'est-à-dire on arrive à faire une bonne fusion ensemble. On vous considère un peu comme le Français? Ou on vous considérait? De moins en moins. Parce que vous devenez peut-être israélien progressivement. Mais c'est vrai que... Ça voulait dire quoi, le Français? Oh, je ne sais pas si ça avait une vraie signification, c'était comme ça qu'on me présentait, Nathan, il est français. Ouais. Mais pas dans l'esprit, il y a quand même aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire une façon de faire qui soit plus orthodoxe, on va dire, au sens... Même si j'ai dû m'adapter, c'est-à-dire sur l'échelle, j'ai été obligé de me rapprocher de comment font les Israéliens. Mais... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette prise de décision? Là, vous dites on va, puis on verra bien si ça marche. Pourquoi on a du mal à comprendre que quelque chose ne marche pas mieux quand même quand on l'a bien préparé, quand les choses sont bien séquencées. Ah non, bon, il y a aussi des fois, c'est vrai que la préparation n'est pas forcément... c'est pour ça qu'on n'a toujours pas de métro, parce que ça prend du temps à préparer. Mais c'est moins une question de préparer ou pas préparer, c'est une question de prise de décision. De là où moi j'aurais tendance à dire mais c'est pas possible, je regarde le plan, ça va pas rentrer, on n'a pas les ressources pour le faire. Dans un plan il y a toujours l'option positive, l'option optimiste, l'option pessimiste, et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à regarder l'option optimiste pour prendre les décisions. Donc on y va et puis c'est pas sûr qu'on y arrivera, mais c'est pas grave, on y va quand même. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé, donc vous avez ce sentiment que c'était normal, que la vie redevenait normale, naturelle.
Bon, il y a ce côté grande famille. Est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments qui vous ont paru aussi participer de cette familiarité globale? Oui, aussi sur mon judaïsme, je me suis rendu compte qu'en Israël, c'est aussi une raison pour laquelle je voulais, mais j'ai confirmé ce que je pensais, qui est qu'en Israël, je peux vivre mon judaïsme de façon plus naturelle. C'est-à-dire, si en France, être juif, c'est un effort, il faut se souvenir tous les jours, en Israël, c'est l'option par défaut. Et ça fait que... Ça veut dire l'option par défaut? Bah, les vacances, c'est pas Noël, c'est Hanouka. Quand il se passe des choses sur les fêtes, tout le monde le fait. Quand il y a des fêtes, on les fait au travail. Quand il y a des événements culturels, la langue, c'est l'hébreu. C'est-à-dire, quand on parle de la Bible, bah, tout le monde comprend ce qui a marqué, parce que c'est pas comme en France où quand on va à la synagogue, il se passe des choses qu'on ne comprend pas parce que c'est dans une langue étrangère. Les fêtes peuvent être célébrées en communauté je peux, avec les gens avec lesquels je travaille, célébrer les fêtes. Pour chaque fête, il y a une petite cérémonie où on boit un petit peu de vin pour célébrer la fête, ou pour Pourim on se déguise, et pour Hanouka on allume les bougies ensemble au travail. Enfin, Alors vous me dites tout ça, et puis vous m'avez dit, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas. Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous me parlez de la... Ok. Il y a une culture juive, je pense. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder la raison des pratiques religieuses et rester concentré sur l'essence et pas sur la pratique. C'est-à-dire, pour moi, Shabbat, c'est une invention formidable de dire une fois par semaine, on se repose. Ça a du sens. Ça a moins de sens pour moi, toute la pratique qui vient derrière, qui est pour moi plus contraignante qu'autre chose, mais aujourd'hui, par exemple, à moins qu'il y ait des grosses crises, j'ai mes mails évidemment sur mon téléphone, j'ouvre pas mes mails pendant Shabbat. Du début du Shabbat à la fin de Shabbat, je regarde pas mes mails. Ce qui est pour moi une façon de me déconnecter. Et pour moi, c'est la vraie signification de Shabbat, c'est de ne pas travailler et d'être avec ma famille, d'être présent avec ma famille parce que je ne suis pas à moitié présent, parce que je suis sur mon téléphone. Mais alors pourquoi vous dites que vous n'êtes pas religieux? Enfin, religieux en tout cas, que vous n'êtes pas... alors que vous me parlez des fêtes, vous parlez de Shabbat, même si c'est un degré de pratique particulier, mais malgré tout, ça constitue un cadre d'existence. Oui, oui, complètement. Pourquoi vous avez cette... Par rapport à la religion établie, le rabbinat, etc., je ne suis pas la même pratique. Je pense que c'est la culture juive, c'est l'essence. Derrière la religion, il y a une culture à Pessah, de dire on ne sera pas esclave, et c'est quelque chose qui est très très dominant dans la culture juive à mon avis. Et pour moi, il est plus important d'expliquer à mes enfants qu'on ne sera pas esclave que de faire la seconde partie du Seder ou des trucs comme ça. Est-ce que vous trouvez ici qu'il y a trop de contraintes religieuses ou il y a trop de place pour les religieux? C'est un gros débat. Il y a en tout cas une chose qui est claire, c'est qu'il y a une tension autour de ça dans la société. Là, on est bientôt sur les élections, donc ça a une grosse place dans le dialogue sur les élections. C'est une vraie... Moi, j'ai été éduqué dans un pays où il est clair que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait une séparation entre la religion et l'État. Mais d'un autre côté, Israël, État juif, je ne sais pas où doit être l'équilibre. Il y a aussi un problème on n'est pas encore arrivé sur on est encore dans les oscillations de stabilisation, on n'est pas encore arrivé dans un état stable. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus
moins de contraintes. Notamment, il y a des courants qui essayent d'imposer des contraintes religieuses aux non-religieux, ce qui est quelque chose qui me dérange beaucoup. On parle beaucoup du Shabbat, par exemple. Et par exemple, Givatayim est une ville avec peut-être 10-15% de population religieuse, donc une ville qui est très clairement majoritairement laïque. Et il y a des gens qui essayent de faire fermer les supermarchés le Shabbat à Givatayim. Je fais ce que je veux avec mon supermarché, quoi. Si un jour, plus tard, dans une dizaine d'années, votre fils vous dit finalement, pour que je mange chez toi, il faudrait que tu fasses un peu plus de cache-route officielle, comment vous réagirez? Ça, c'est l'option soft. Moi, ce que j'ai vu, c'est des options qui sont beaucoup moins soft, qui sont des options de j'habite pas à côté de chez toi, si je viens manger chez toi à Shabbat, je peux plus rentrer chez moi, donc je viens pas manger chez toi le vendredi soir. S'il faut un set de vaisselle en verre, pas grave. Mais si ça devient à un niveau où c'est plus possible de passer du temps ensemble, parce que même si les couverts sont cachers, peut-être les casseroles ne le seront pas. Ça rentre Le problème, c'est que ça rentre des contraintes qui finalement peuvent réduire le côté familial de la pratique. Et ça peut diviser la famille, alors que, mon opinion, le but de ces pratiques sont de rassembler la famille. Comment vous voyez l'avenir de ce monde orthodoxe en Israël? Petit à petit se met quand même dans le bain, si je puis dire, du national, de la vie quotidienne des Israéliens? Oui, il y a de plus en plus dans le dialogue, c'est de plus en plus présent, sur toute la place des femmes. La place des femmes à l'armée, la place des femmes dans les bus, la place des femmes dans les lieux publics. Moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est-à-dire on peut être religieux, on peut ne pas l'être, chacun son choix. Mais à partir du moment où il y a une pensée qui réduit la place des femmes à la marge, c'est problématique, indépendamment de la liberté de religion. Il y a des problèmes sur l'éducation. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation est religieux. Et on sent, mes enfants sont à l'école maternelle, donc c'est pas encore, mais même à l'école maternelle, on sent des fois qu'il y a des pressions. De quelle nature? Pas forcément. Par exemple, il y a des groupes, des organisations non gouvernementales qui ne sont pas soutenues par le gouvernement, mais qui sont relativement encouragées quand même, qui viennent dans les écoles intervenir pour faire des cours de religion. Donc chaque année, à la réunion parents-professeurs, c'est un débat, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui ne va pas rentrer. Et puis par ailleurs, il y a des individuels qui font partie de l'équipe éducative, qui des fois se permettent de transmettre leurs idées personnelles. Parce que, à mon avis, est problématique. Chacun a ses idées, mais l'école n'est pas un endroit pour les transmettre. Ça vous est arrivé que votre enfant vous revienne en disant « on m'a dit ça » ou... Oui, ça m'est arrivé d'avoir clairement par exemple sur l'évolution, mes enfants qui reviennent en disant que ce qu'on leur avait appris n'était pas vrai. Sur l'évolution, par exemple. Ce qu'on leur a appris, vous? Ce que nous... Oui. C'est-à-dire que... Par exemple, que l'homme descend du singe. Et on leur avait dit non. Oui, nous, chacun son opinion, mais il y a quand même des choses... Bon, premièrement, chacun son opinion, mais enfin quand même l'évolution, il ne faut pas déconner. Et puis par ailleurs, chacun son opinion, et ce n'est pas à l'école Enfin, certainement pas, en plus, quand c'est des gens de l'équipe qui se permettent d'un... Alors évidemment, on a parlé avec l'équipe et tout de suite, ils ont recadré les choses, etc. C'est-à-dire... Ah, vous êtes intervenu sur ce coup-là. Mais pourtant, c'est une école laïque. C'est une école laïque. Et donc la maîtresse a fait son travail et a recadré les choses et a réexpliqué les choses, etc., etc. Mais ça reste une pression, ça reste une tension, ça reste une vigilance. Ça fait maintenant 12 ans que vous êtes là, Nathan. Qu'est-ce qui a changé chez vous fondamentalement depuis
l'époque française, en tant que personne, en tant que comportement, en tant que tout ce qu'on peut imaginer? Vraiment, c'est difficile pour moi de découpler parce que je suis arrivé jeune célibataire, je suis maintenant marié avec 3 enfants. Donc j'imagine que beaucoup de choses ont changé dans mon comportement. Si je devais dire par rapport à mon alia, premièrement, j'ai du mal à vous voyer. Quand je rentre en France, c'est très pas naturel pour moi de vous voyer les gens parce que ça n'existe pas. En Israël, tout le monde se tutoie. Et en arrivant, vous avez eu du mal à tutoyer? Ou ça a été non, parce que dans la naturel? langue, il n'y a pas de vous. Oui. Non, mais quand vous parliez, vous connaissiez la langue. Oui, il y a toujours des... Par exemple, les Israéliens, entre eux, des fois s'appellent frères. Moi, c'est un truc que j'arrive toujours pas à faire, de prendre des gens que je connais pas dans la rue et de les appeler frères. Mais c'est vrai que la distance, je connais les règles de politesse, etc., mais cette distance m'est devenue moins naturelle. Pareil, c'est des choses qui sont des détails, mais sur... par exemple, il y a un truc qui en Israël, à mon avis, a un peu de sens, c'est que quand il y a une grande queue et qu'on veut juste poser une question et pas acheter quelque chose, on a le droit de dépasser juste pour poser une question. Ça me paraît, ça a beaucoup de sens, parce que quand on est à la boulangerie et qu'il y a 10 minutes de queue et qu'on veut juste savoir s'ils vont sortir des pains au chocolat ou pas, donc moi j'ai ce réflexe d'aller juste poser une question. Mais c'est des détails, c'est pas des vrais... Là, vous voulez dire qu'en France, vous faites reprendre parce que vous... je m'arrête, mais j'ai ce réflexe. Oui. Mais bon, c'est des détails de comportement du jour le jour, du quotidien. Alors effectivement, c'est intéressant, si on prend cette situation de la boulangerie, fondamentalement, ça va faire perdre de temps à personne, que vous fassiez cette démarche, mais ça ne va pas être supporté, même si ça ne gêne finalement personne. Donc là, il y a un problème. En Israël, à ce moment-là, on dirait, s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Oui, mais en Israël, c'est un peu moins organisé que ça. Tout le monde dépasse tout le temps et on cherche le prétexte pour le faire. Ça m'est arrivé cette situation dans un stand d'information à la station de bus. Tout le monde pose des questions. Il y a un mec qui me dépasse en me disant « Mais moi, j'ai juste une question. Mais qu'est-ce que tu crois que moi, je suis en train de faire là ?» C'était un bureau des questions. Un bureau d'info, oui, voilà. Un bureau des questions. C'est vrai que du coup, en Israël, il y a toujours... faut être vigilant quand on est dans une queue en Israël, un petit peu. Et alors, comment on concilie ça, encore une fois, avec mon frère, après vous Ah non, c'est pas après vous, c'est mon frère, je vais te dépasser parce que tu es mon frère, et donc je vais te dépasser parce que je pense sérieusement que c'est plus urgent, parce que j'ai un truc à faire après, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que j'aille je sais pas quoi, et donc tout le monde est persuadé. Enfin... Et puis il y a aussi le fait que, même si les gens n'essayent pas de dépasser, il y a ce côté, en Israël, ils ne se mettent pas en ligne pour faire une queue, ils se souviennent qui est devant eux. On arrive à une queue, on arrive en fait à un groupe de personnes, on demande qui est le dernier, une personne qui dit c'est moi le dernier, on se regarde, comme ça on se regarde dans les yeux, on se dit ok, je suis derrière toi, tu es derrière moi, et ça demande une réflexion, et c'est beaucoup plus compliqué intellectuellement que juste de se mettre en queue, de se souvenir que... Parce qu'après on se disperse, on va s'asseoir, enfin on fait autre chose. Parce que ça peut être aussi, je vois qu'il y a beaucoup de gens, je suis derrière toi, et je me casse, je vais dans un magasin, dans un autre magasin, je reviens 10 minutes plus tard et tu te souviens que j'étais derrière toi. Effectivement, on rentabilise comme ça, le temps de la queue est rentabilisé. Bon, c'est finalement comme de prendre un numéro dans les queues à numéro, voilà. Ça revient à peu près au même. Mais bon, c'est un détail, je veux dire, c'est pas ça qui fait la réalité de la vie israélienne. Non, mais comme vous dites ça, je vous demande qu'est-ce qui a changé chez vous, et vous me dites des choses de la vie quotidienne. Ça veut dire que en gros, petit à petit, vous adoptez ces codes plus facilement. Et quand vous y réfléchissez, vous ne trouvez pas que c'est une mauvaise chose, sinon de fonctionner comme ça, un peu directement, sans... C'est... Une des choses que j'ai appris dans le multiculturel, c'est qu'il ne faut pas dire qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien. Ils sont différents. Je veux dire que ça ne vous gêne pas. Ça me gêne moins qu'avant. C'est toujours un petit peu... ça me gratte un petit peu, mais ça me gêne moins qu'avant. Est-ce que... Bon, il y a aussi des choses... là, bon, ça c'est une façon de ne pas être gêné. Est-ce qu'il y a des choses aussi positives sur le mode, par exemple, que vous avez davantage confiance en vous, que vous êtes mieux dans votre être, enfin que vous avez le sentiment d'avoir une plus grande confiance dans ce que vous faites, justement. Plus grande confiance, je ne sais pas, mais plus grand sentiment d'appartenance.
moins de... Parce que le fait de ne pas se sentir appartenir, c'est quand même une sorte de stress. C'est une sorte de poids quotidien. Et j'ai l'impression de vivre ma vie plus naturellement, oui. Ça voudrait dire que la vision de la personne, c'est une personne qui existe et dans un environnement. Ça fait partie de la personne d'être dans un environnement. Et quand on n'a pas cette appartenance-là, c'est un stress pour la personne. Ce stress disparaissant quand on retrouve son environnement adapté. Et le fait d'être moins stressé par rapport à votre environnement, ça dégage sans doute une énergie ou une positivité, quelque chose qui doit se manifester dans votre vitalité, dans votre manière d'être en général. Ça doit bien changer quelque chose. Non, vous n'avez pas l'impression? J'ai pas fait ça, j'ai pas remarqué des choses particulières. Je ne sais pas. Ce sentiment d'appartenance, ça veut dire que vous avez un sentiment d'appartenir à un peuple, à une nation, à un État, une collectivité. Comment vous le définiriez d'abord? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau quotidien où c'est beaucoup plus abstrait. C'est l'absence de sentiment de non-appartenance. C'est-à-dire en France, au quotidien, il y a un sentiment de non-appartenance qui disparaît. Donc c'est sans avoir besoin d'y réfléchir, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'y réfléchir. Donc non pas défini à ce sens-là de nation ou peuple. Et sur des événements plus ponctuels comme les fêtes, comme par exemple en Israël, de temps en temps il y a des guerres. Et il y a un vrai sentiment de cristallisation du peuple ensemble pendant ces moments-là. Et donc par exemple sur les fêtes, oui, il y a un vrai sentiment d'appartenance à un peuple, à une culture. À une nation? Oui. Oui, finalement, parce qu'un peuple qui habite dans un pays. Vous êtes arrivé un peu après, vous n'avez pas fait l'armée du tout? Vous avez Si, j'ai fait un petit peu d'armée. Mais une armée raccourcie parce que comme j'étais plus vieux, j'ai moins de temps. Et vous avez compris le rôle de l'armée dans ce pays, la fonction que ça avait, indépendamment de sa fonction première? Peu. C'est-à-dire, évidemment, l'armée a la fonction de défendre le pays. Donc, évidemment, il n'y avait pas de question pour moi de ne pas faire. Tout le monde doit faire l'armée, c'était clair pour moi que je devais le faire. C'est-à-dire, ayant un devoir, il n'était pas question pour moi de ne pas remplir ce devoir. Après, à quel point mon service a bénéficié de l'État d'Israël, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments pendant l'armée, sur des événements très précis, sur des fêtes, sur des commémorations, où je comprends pourquoi je suis là. Un des premiers événements, juste après que j'ai commencé mes classes, les classes, c'est très... on ne comprend pas ce qu'on fait là. C'est-à-dire, on arrive... Moi, en plus, j'étais un petit peu plus vieux, donc j'avais 24 ans. Et puis, il y a des gens... Il y a mon officier supérieur qui a 18 ans qui me fait courir de gauche à droite et de droite à gauche. Et en fait, donc, je ne comprenais pas vraiment où j'étais ou qu'est-ce que je faisais. Et je crois que c'est peut-être une semaine ou deux après le début des classes. Donc, il y a eu... c'était la commémoration de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et donc, tout d'un coup, j'étais dans ce quotidien complètement bizarre où on nous fait courir d'un endroit à un autre. On a 3 minutes pour faire ceci et 7 minutes pour faire cela. Et donc, en fait, on a tout d'un coup 3 minutes pour s'arranger, pour s'organiser sur l'esplanade sur une esplanade. On s'organise en carré. Et on se rend compte à ce moment-là qu'on va faire une cérémonie pour la commémoration de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et tout d'un coup, ça a changé complètement la perspective, c'est-à-dire c'est passé d'une perspective de quotidien bizarre à une perspective beaucoup plus large, où j'avais, à la Shomer Hatzair, donc dans ce mouvement de jeunesse, j'avais fait beaucoup de cérémonies pour
commémorer l'assassinat d'Yitzhak Rabin, et je me retrouve en fait en Israël, en uniforme, à chanter la Tikva, devant le drapeau d'Israël, et tout d'un coup, ça a du sens. Cet assassinat d'Yitzhak Rabin, pour revenir juste sur l'événement, pour vous, c'est un moment de bascule. Vous avez vécu ça en France J'étais relativement jeune à l'époque. J'étais suffisamment âgé pour comprendre ce qui se passait, mais j'étais pas suffisamment âgé pour comprendre quelles étaient les implications. Quelque chose a basculé à ce moment-là? Non. Non. Non, c'était avant que je sois à la Chambre Hatzaïr. Non, mais je parle pour le pays en général. Pour le pays en Israël. Rétrospectivement, oui. Oui, clairement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Je ne sais pas, c'est une question qui est très politique de savoir ce qui... Parce que c'est vrai qu'on est revenu à un débat politique qui n'est pas... Une des choses que tout le monde a dit après l'assassinat de Yitzhak Rabin, c'est qu'il faut débattre politiquement de façon plus civilisée. Et il faut arriver à exprimer nos différences d'opinion de façon par un débat et non pas par de la violence. Et je ne dirais pas qu'aujourd'hui on est revenu au même niveau qu'il y avait avant l'assassinat de Yitzhak Rabin, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes politiques en Israël qui se permettent une violence ou d'exprimer leurs opinions sans avoir le respect minimum qui est nécessaire pour un débat politique comme il faut. Pas à la française, forcément. Pas forcément. Sentiment d'appartenance, donc à un peuple, à une nation. Est-ce que vous avez aussi le sentiment est-ce que vous pensez au devenir de cette aventure israélienne, de cette nation, de sa éventuelle vocation? Est-ce qu'il s'agit simplement de vivre comme ça dans cette appartenance, ou est-ce que vous y voyez une destination, une mission, un rôle particulier? Est-ce que cette particularisation du peuple juif sur sa terre est le signe d'autre chose, de cette aventure? Idéalement, mais je ne sais pas si ça va se passer, à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, l'État d'Israël est très influencé par la diaspora et le retour. La plupart beaucoup de culture est concentrée sur ce fait. Et par ailleurs, étant donné qu'on a été en diaspora pendant 2000 ans, le judaïsme s'est un peu coincé. C'est pour ça que des fois, par exemple, on parlait de la place des femmes dans la religion, c'est parce qu'au moment où tous les autres peuples ont compris qu'il fallait arrêter de mettre les femmes de côté, les Juifs n'étaient pas suffisamment organisés pour se permettre de faire ce pas. Mais à mon avis, à mon opinion personnelle, on est un peu médiévaux sur cette histoire. Donc idéalement, on arriverait à dire c'est fini, on a été en diaspora, on est revenu ensemble, mais maintenant on continue à avancer avec l'histoire au lieu d'être figé dans le temps. Est-ce que c'est la direction qu'on a? Je ne sais pas. On reprend le train de l'histoire. C'est clair, quand on vient ici, on voit bien que chacun se réinscrit dans cette histoire juive avec une nation, donc à un autre niveau. Mais finalement, pour faire quoi dans le monde? Ou est-ce que ce n'est pas une question? Premièrement, aujourd'hui, il n'y a pas un train. Il y a à peu près autant de trains que de citoyens israéliens. C'est-à-dire, chacun a, peut-être j'exagère, mais il y a clairement des parties différentes de la population qui voient des agendas différents et des directions complètement différentes. Il y a des gens qui disent, moi je suis plutôt dans le train qui dit, maintenant qu'on est un peuple, on est peut-être moins obligé de fonder notre appartenance à un peuple sur la religion, parce qu'on a cette appartenance au peuple et on peut peut-être se concentrer sur les aspects culturels, philosophiques, historiques de l'appartenance à un peuple. Pour vous, ici, on peut être juif indépendamment du fait religieux. C'est ça qui est fondamental. Voilà. Mais il y a d'autres gens qui pensent que c'est le moment de tous redevenir religieux. On n'est pas d'accord. Et puis il y a d'autres, il y a des extrêmes qui vont aussi. Il y a aussi d'autres extrêmes qui disent oublions le judaïsme complètement, qui est à mon avis un peu trop extrême aussi. Il faut
faut trouver le juste milieu, mais il faut conserver l'histoire en créant le futur. Mais il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Mais personne n'est d'accord. Dans les entretiens que j'ai eus, j'ai l'impression que certains disent « ici je me sens moins juif qu'en France ». Et d'autres qui disent « non, ici je suis pleinement juif ». Vous vous situez dans une de ces catégories? Je pense qu'il y a deux trucs qu'il faut définir clairement. C'est un, qu'est-ce que c'est d'être juif? Et deux, qu'est-ce que c'est de sentir? Qu'est-ce que c'est d'être juif? Est-ce que c'est l'appartenance à un peuple? Est-ce que c'est l'appartenance à une religion? Et par rapport à sentir, est-ce que sentir c'est au jour le jour ou est-ce que c'est dans des événements? C'est-à-dire, je peux clairement dire que premièrement sur la religion, je me sens moins le besoin d'être religieux, mais sur l'appartenance au peuple, peut-être qu'au quotidien, je ressens mon appartenance au peuple juif moins, parce que ce n'est pas un effort d'être juif, mais sur le long terme, et quand je regarde sur les événements et sur les fêtes, et sur les choses qui rassemblent le peuple, je me le sens plus. Est-ce que c'est clair? Oui. Et la langue, elle joue un rôle, une espèce de clé d'entrée dans ce système-là. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai eu la chance de... Déjà, j'ai une première chance, c'est que j'ai réussi à apprendre l'hébreu relativement sans trop de douleur. Et deuxièmement, je suis marié à une Israélienne qui est née en Israël. Donc, aujourd'hui, l'hébreu, je ne pense pas le parler moins bien que le français. Sur la lecture, j'ai un peu plus de mal. Et le fait d'avoir cette langue où, par exemple, le fait de faire le Seder et de comprendre ce qui se passe dans le Seder de Pessah, c'est... oui, on sent que... C'est comme quand on est en France et qu'on lit des textes médiévaux. C'est pas la même langue, mais on la comprend, on a l'impression de faire partie d'une continuité. Et le fait aujourd'hui, tous les jours, de parler hébreu, qui est la même langue qui a historiquement été la langue de la religion, enfin, de la religion et du peuple juif, oui, ça a clairement une place. Est-ce que le mot hébreu, le terme d'hébreu, est-ce que ça signifie quelque chose pour vous? Est-ce que ça représente quelque chose? Puisque vous me parlez des Hébreux, les Juifs en exil, maintenant on revient, donc est-ce qu'il y a un retour à l'hébraïsme, à l'hébraïté, d'une façon ou d'une autre? Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça dans ces termes, mais c'est vrai que si on parle de peuple et religion depuis le début, hébreu c'est clairement un nom de peuple. C'est pour ça que... oui, c'est vrai que c'est clairement... Je me sens finalement plus hébreu que israélite, si on prend les extrêmes. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'hébreu, c'est un juif qui vit peut-être sa tradition religieuse d'une manière plus naturelle, plus comme vous la vivez. C'est-à-dire que finalement, dans tout ce que vous m'avez dit, on a l'impression que vous faites à peu près tout, malgré tout, à votre façon. Et que donc, mais vous n'êtes pas dans une religion instituée, avec un cadre, avec une hiérarchie et des codes. Donc, est-ce que ça peut être une définition de l'hébreu, finalement? Vivre sur sa terre avec une religion qui devient une nature? Ça pourrait être une définition, mais c'est très très non consensuel. C'est-à-dire, un des problèmes qu'on a, c'est que personne n'est d'accord sur ce que c'est aujourd'hui d'être juif. Et ça va sur des... Je pense qu'un des problèmes qu'on a, et je ne vois pas, au contraire, on est en train de diverger, c'est qu'on a... Personne n'est d'accord, il n'y a absolument aucun consensus. Ça va de... Qu'est-ce que c'est que la culture juive qu'on doit enseigner à l'école? Donc, ce dont on parlait sur les débats sur l'école, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait de la culture juive dans l'école en Israël, de la même façon qu'il y a de la culture chrétienne dans l'école en France. Même si l'école est complètement laïque, c'est quand même une culture chrétienne, la culture française. Donc on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait de la culture juive, mais comment est-ce qu'on fait la différence entre la culture juive et la religion juive? Donc d'un côté, si on part de l'école, et si on va à l'extrême, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens, par exemple, qui sont mixtes? On se retrouve dans une réalité aujourd'hui en Israël où quelqu'un qui est né de père juif et de mère non juive ne peut pas se marier en Israël. Il n'y a aucun établissement en Israël qui a légalement l'autorité de le marier. Et si, donc la seule solution pour une personne comme ça de se marier, c'est d'aller se marier à l'étranger, ce qui est aussi illégal. Donc on se retrouve avec, enfin c'est complètement absurde, on se retrouve avec des gens qui sont complètement clairement rattachés au peuple et à la culture juive, qui sont rejetés dans leur judaïsme.
Bon, ils peuvent se convertir. C'est compliqué. Alors, premièrement, c'est intéressant comme discussion, comme phrase, parce que c'est quoi se convertir? Se convertir, c'est se convertir à la religion. Mais il n'y a pas de conversion au peuple. Donc se convertir, ça veut dire apprendre la religion, être obligé d'être religieux, c'est-à-dire je ne peux pas me convertir sans être religieux. Notamment, si je me convertis et que je fais semblant, entre guillemets, d'être religieux pendant 2 ans pour avoir ma conversion et qu'après je redeviens non religieux, on peut annuler ma conversion. Il n'y a pas de naturalisation à la citoyenneté israélienne, indépendamment de la religion, ça que vous dites? Je ne sais pas exactement s'il y a des renaturalisations de la citoyenneté israélienne. Je ne sais pas Parce exactement qu'il y a quelles sont quand les même règles. Mais il y a des citoyens israéliens qui ne sont pas juifs, par définition. qui ne sont pas juifs. Non, il il y a des citoyens qui ne sont pas juifs parce qu'ils sont autre chose. Parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont druzes. Très bien. Mais il y a des citoyens qui se définissent comme juifs, mais qui ne sont pas reconnus par l'État comme juifs. Notamment, un des problèmes, c'est qu'en Israël, il n'y a pas de mariage civil, il n'y a que des mariages religieux. Donc, si je me définis comme juif, mais que je ne suis pas reconnu comme juif, je ne peux pas me marier. Vous êtes marié avec une Israélienne, vous m'avez dit, donc née en Israël. Est-ce que, par exemple, elle vit sa judéité différemment du fait de ne pas avoir connu l'existence juive en exil? Est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose? Complètement, mais je ne sais pas si différemment du fait que les Français vivent le fait d'être français sans s'en rendre compte. Moi, je me suis rendu compte en fait à quel point j'étais français quand je suis arrivé aux États-Unis. Donc, pour moi, il y avait plein de choses qui étaient complètement naturelles et je me suis rendu compte en arrivant aux États-Unis où j'ai passé un semestre que non, ça ne l'était pas. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais français quand je suis parti de France. Et je pense que ma femme vit son judaïsme, ma femme non plus n'est pas religieuse, donc finalement elle appartient au peuple juif. Elle vit son appartenance au peuple juif de la même façon que les gens qui n'ont pas quitté leur pays vivent leur appartenance. Oui. Sauf que vous avez quand même le goût d'avant, de ce que c'était. Est-ce que ça ne désamorce pas en partie ce sentiment d'appartenance, de particulier, de système particulier? Est-ce que ça ne banalise pas, en quelque sorte, toute cette trajectoire historique du fait d'être né ici et d'avoir un peu oublié d'où on venait? J'ai envie de... Premièrement, elle l'a complètement, c'est-à-dire elle n'en est pas consciente, mais elle a cette charge historique qui est inscrite en elle, parce que dès le plus jeune âge, tout le système éducatif israélien a, comme tout système éducatif dans n'importe quel pays, a inscrit la culture du pays dans la personne. Ça fait partie du rôle de l'école. Et donc elle a complètement cette charge historique, cette charge culturelle. Mais elle en est moins consciente. Mais finalement, j'ai envie de dire... on parle tout le temps des Juifs et c'est vrai qu'on a une place spéciale dans l'histoire. On est les différents, on est les persécutés, mais pas seulement, on est les gens qui, parce qu'ils pensent différemment, font des... D'un côté, c'est magnifique et c'est vrai que les Juifs ont beaucoup donné au monde par leurs différences. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est si mal que ça si on redevient normal, entre guillemets? Finalement, ma femme, elle est juive de la même façon que mes copains à l'école en France étaient français, naturellement. Peut-être c'est... Et mes enfants, ce sera la même chose. C'est pas si mal, peut-être. Comment vous voyez cet avenir des enfants ici? Eux, ils vont être encore plus israéliens. Est-ce que vous leur transmettez des choses, vous leur parlez, enfin pas encore, pas tout de suite, mais peut-être est-ce que vous avez l'intention de leur rappeler que vous êtes d'origine française, que vos parents étaient peut-être aussi d'un autre pays, d'Algérie, je crois? Complètement. Premièrement, je leur parle français. Ah, vous leur parlez français? Je leur parle français, ils comprennent tout ce que je dis, ils me répondent 99% du temps en hébreu, mais de temps en temps, des fois, ils sortent des phrases en français. Je pense que, premièrement, pour moi, c'est très important, il y a des choses qui sont très importantes pour moi de leur transmettre. Je pense qu'il y a dans l'histoire et dans la culture française des éléments qui manquent en Israël, notamment l'importance de la démocratie. Je pense que la France a vécu l'absence de démocratie de façon très très douloureuse.
Et ma femme disait là-dessus qu'en Israël, la religion, c'est le judaïsme. En France, la religion, c'est la démocratie. C'est vrai que c'est ce qu'on est, quand je regarde avec une certaine distance, c'est inculqué de façon très très profonde dans toute notre éducation, que ce soit dans l'histoire, dans la littérature, dans la philosophie, dans le dialogue. Donc ça, c'est pour moi des choses qui sont importantes de transmettre. Et puis par ailleurs, Israël est un pays qui est quand même un melting pot, donc il y a personne n'est... Tout le monde a une histoire qui est différente. Tout le monde est à un moment ou à un autre, a des parents, grands-parents, grands-grands-parents, arrière-grands-parents qui sont arrivés en Israël, et ça fait partie de la... À l'école en Israël, il y a eu un moment où tout le monde fait un travail pour étudier ses racines. Ça fait partie de l'éducation israélienne. Donc on fait son arbre généalogique, c'est ça C'est l'arbre généalogique et une compréhension d'où on vient et de tous ces aspects que nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'étaient pas israéliens. Donc, vous pensez important de se souvenir de ça, y compris pour les Israéliens. Complètement. Ouais. Par exemple, votre femme, ses parents sont originaires de quel pays? Du côté de sa mère de Hongrie et du côté de son père de Pologne et de Russie. Est-ce que là aussi, elle a de cette vie-là, de l'exil, c'est présent chez elle, ça se manifeste, elle le ressent Je pense que... Ça signifie quelque chose? Pas tant que ça. Ses parents sont nés en Israël, donc c'est déjà la deuxième génération. Et c'est vrai qu'elle n'a pas une vraie... Enfin, disons que je vois par rapport à mes enfants sont les seuls, peut-être à une exception près, à avoir un parent français. Il y a peut-être quelques enfants qui ont un parent qui n'est pas né en Israël. Par rapport à ma femme, il y a énormément d'Israéliens qui ont des grands-parents qui viennent d'Europe de l'Est. Donc il n'y a pas une vraie différence par rapport aux autres, j'ai envie de dire. Et Ashkenaz séfarade, ça fonctionne bien ici maintenant? Ou ça reste encore? Je sais que historiquement ça a été un problème. Aujourd'hui, moi je suis moitié-moitié. Il y a, je pense, mais je ne suis pas sûr, qu'il y a peut-être encore des gens qui sont partis entre guillemets avec un retard parce que leurs parents étaient partis avec un retard. Mais j'ai jamais vu des signes de racisme anti-séfarade, ashkénaze, autour de moi en tout cas. On va s'arrêter, vous allez partir maintenant au travail. Merci beaucoup d'avoir accepté de retarder un peu l'heure d'arrivée. Qu'est-ce que c'est votre journée au travail aujourd'hui, par exemple? Moi, je parle ma journée à parler avec des gens. Vous travaillez dans le... Vous nous expliquez un petit peu ce que vous allez faire? Oui. Moi, je travaille dans le high-tech, donc chez Samsung. Il y a un site de recherche et développement de Samsung en Israël. Et par rapport, on parlait tout à l'heure à ce caractère israélien de Startup Nation, et c'est vrai que donc Samsung qui est coréen, les Coréens voient beaucoup chez les Israéliens cet esprit d'innovation et cet esprit d'avancée, cet esprit de casser les frontières et de... Out of the box, comme on m'a dit. Voilà. Je pense qu'en Israël, c'est même pire que ça. C'est pas que les gens pensent en dehors de la boîte, c'est qu'il n'y a pas de boîte. Donc, étant donné qu'on bosse dans une société multiculturelle, on a de temps en temps des cours multiculturels. Et une des choses que notre prof de multiculturel nous a dit, c'est que ce qu'elle raconte aux autres, donc c'est une personne qui donne des cours comment bosser avec les Coréens aux Israéliens et comment bosser avec les Israéliens aux autres gens. Et elle dit le problème avec les Israéliens, c'est des shoot the box. C'est pas seulement out of the box, c'est... Ils ont mis la boîte en l'air. Voilà. Et donc la journée, c'est beaucoup de réunions, de discussions. Je veux dire, cette inventivité-là, elle est aussi dans le quotidien. Tout ce que vous nous racontez, ça rentre, ça pénètre dans chaque acte de la journée. Au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où
quand on arrive devant un problème, la façon de s'en sortir, c'est bien, c'est pas bien, c'est toujours d'aller chercher une nouvelle solution. Moi, j'essaie d'expliquer que des fois, avant d'essayer de chercher une nouvelle solution, il faut essayer de vérifier l'ancienne solution, parce que peut-être qu'elle marche. Ça, c'est mon côté français. Par rapport à la prise de décision, les Israéliens sont beaucoup moins anti-risque que d'autres pays. C'est pour ça, par exemple, que là, en ce moment, on a un satellite qui s'appelle Bereshit, un vaisseau spatial, en fait. Une navette qui va atterrir sur la Lune. Israël essaye d'être le 4e pays à faire atterrir un vaisseau sur la Lune après les États-Unis, la Chine et l'URSS. Donc c'est quand même un exploit qui est... bon, on espère que ça va marcher, on ne sait pas. Mais ça fait partie d'ailleurs de l'expérience israélienne, c'est que un petit pays comme ça qui se dit je vais être le 4e pays à faire atterrir un truc sur la Lune, c'est complètement dingue. Et peut-être que ça ne va pas marcher. Mais on essaye quand même, c'est pas grave. Et si on échoue, c'est pas grave. Parce que c'est ça aussi qui est la force du système, puisque l'échec ne renvoie pas à quelque chose de mauvais ou d'imparfait dans l'être, dans la volonté d'essayer. Complètement. C'est ça qui change aussi par rapport à la France. C'est-à-dire, moi je me retrouve à beaucoup voir des CV de gens qui ont essayé de monter leur start-up, ça n'a pas marché. C'est pas une tâche, c'est pas grave, c'est très bien, tu as essayé, tu as eu de l'expérience. C'est pas un handicap du tout. Pas du tout. D'avoir échoué. Au contraire. Ça montre que, parce que finalement, celui qui n'échoue pas, c'est celui qui n'essaye pas. Donc, si on a échoué, ça veut dire qu'au moins on a essayé. Et dans les réunions, vous arrivez à maintenant vous imposer à l'israélienne, à parler un peu plus fort, à dire les choses directement. Oui, même s'il y a une culture quand même de travail qui est... à la fin, on est tous des professionnels et on arrive la plupart du temps à garder notre posture. Mais c'est vrai que... oui, il faut savoir dire son opinion. Quand vous retournez en France, vous allez retourner régulièrement en France? Oui, ma famille habite là-bas. Ouais, donc c'est ça, vos parents. Comment ils voient cette expérience et quelle impression ça vous fait de revenir au fur et à mesure dans le temps? Vous êtes de plus en plus éloigné, vous sentez que le pays n'est plus le même non plus Il y a ça, c'est vrai. Ça, je le vois finalement plus par les informations sur Internet que quand j'arrive en France. Quand j'arrive en France, c'est toujours très bizarre pour moi parce que c'est très très familier. Je sais exactement comment les choses marchent, je sais où est-ce qu'il faut attendre le métro pour sortir à la station plus près de la sortie. C'est très très familier pour moi. Mais d'un autre côté, c'est très très étranger parce que c'est plus du tout mon quotidien. Et plus le temps passe, plus il y a cette différence entre cette familiarité que j'ai et le temps qui fait que c'est de moins en moins mon quotidien. Et la station de tram, ici, on ne sait pas trop encore où elle va surgir. Et on sait où, on ne sait juste pas quand. Ça, après plusieurs dizaines d'années qu'on en parle, il est normalement prévu 2022. Alors comment, là aussi, pour terminer, comment on résout ce paradoxe où on a l'impression que les choses vont vite, tout ça, et là, sur ces grands chantiers, l'impression que c'est très long. Justement le fait que les Israéliens sont très bons pour donner le premier push, pour faire avancer les trucs qui doivent aller vite. Donc par exemple, c'est pour ça que sur tout ce qui est high-tech, où les cycles sont relativement courts, ils sont très bons, parce qu'ils arrivent, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'Israéliens vendent, ils montent et ils vendent. C'est beaucoup plus dur. Il y a quelques boîtes qui arrivent à rester stables, à grandir et à devenir des grosses compagnies, mais les Israéliens sont très forts pour faire le premier grand pas. Et le problème, c'est qu'une station de métro, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Il y a une institution en Israël qui est capable de mener des projets à long terme. C'est le ministère de la Défense, qui est capable de mener des projets sur des dizaines d'années. Mais à part ça, ça reste court terme. C'est pour ça que vous dites que le pays est encore en phase d'oscillation, qui n'est pas stabilisé. Et vous avez l'impression que c'est malgré tout en train de se stabiliser, que le temps s'élargit un peu quand même? J'avais envie de dire sur le fait de la stabilisation, c'était par rapport au retour de la diaspora. Non, je pense qu'on est au contraire en termes de... Si je regarde, encore une fois c'est mon opinion et je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a de plus en plus une divergence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stabilisation, il y a plusieurs stabilisations
sur des endroits différents. Et le problème, c'est que ça crée du coup, ce n'est pas stable. Donc non, on est encore... Je suis même pas sûr qu'on soit dans la bonne direction. Ah, ça c'est quoi la bonne direction? La bonne direction, ce serait d'arriver à un consensus culturel, national. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de courants qui vont saper l'ensemble et qui jouent sur le différent et beaucoup d'intérêts qui vont, pour faire avancer les intérêts, jouer à diviser pour mieux régner. Et il y a beaucoup de gens qui, au lieu de mettre l'accent sur ce qui les rassemble, sur ce qui nous rassemble, à mon avis, trop de gens qui mettent l'accent sur ce qui nous différencie. C'est ça l'aboutissement, c'est l'unité finalement. La société sera réussie quand il y aura une unité qui respecte évidemment chacun. Oui, et ça peut être une unité multiculturelle, mais ce serait bien aussi, à mon avis, d'avoir une unité qui n'est plus fondée sur la diaspora, mais fondée sur comment on avance, comment on, comme vous avez dit, remonte dans le train de l'histoire.